Aujourd'hui, en dessous de 25 mètres, on ne parle plus de yachts. Le nombre d'unités a explosé. On est sur un marché qui croît de 10% par an sur les constructions de volume neuf. Compte tenu que ce yachting se produit très majoritairement entre Monaco et Saint-Tropez, jusqu'à preuve du contraire, ces côtes-là ne sont pas encore sous la couronne britannique. Donc aujourd'hui, en France, on est le seul one-stop shop de la place et on est les plus gros. On est le leader en France. Ce qui fait la différence aujourd'hui sur un charter, c'est l'équipage, pas le reste. J'ai été très impressionnée et j'ai su à ce moment-là que je pourrais aller n'importe où avec lui et faire face à n'importe quelle difficulté de la vie à ses côtés. Vous écoutez 360 Insight. Je suis Nathalie Royer et je vous propose dans ce podcast des conversations sans filtre avec des personnalités inspirantes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Du monde de la tech à l'industrie du luxe, nos invités partagent avec vous leur parcours, leurs succès. Mais ils vous livrent aussi les coulisses de leur business et les réalités concrètes de leur quotidien. J'ai une surprise pour vous. À chaque épisode, j'invite un invité mystère pour nous livrer une anecdote inédite sur notre personnalité du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie. Je suis ravie de vous retrouver en direct de Nice. Une fois n'est pas coutume, puisque je lance une série autour du yachting, cet objet de luxe qui fait rêver, mais qui finalement est un secteur assez surprenant, qu'on ne connaît pas beaucoup, et c'était tout l'enjeu de cette série de podcasts, c'était d'en savoir plus, d'arriver à décortiquer un milieu qui est à la fois en pleine mutation et qui en même temps est encore très ancré dans les traditions, et donc c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui avec Thomas Kieffer, qui est le fondateur et dirigeant de Edge International Yachting. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ravi également, Nathalie. Bonjour et merci pour ta confiance surtout. Puisqu'on s'était même pas rencontrés en fait directement tous les deux. C'est toi qui m'avais contacté grâce à Brian. C'est vrai. Ouais, que j'avais rencontré au Monaco Yacht Show. Exactement. Ouais. Est-ce que pour commencer, du coup, tu peux nous parler de toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Edge? Avec plaisir. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 45 ans, je suis l'heureux papa de 3 enfants, âgés de 20, 3 et 1 an pour la petite dernière, donc 2 garçons et une petite fille. Et je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. J'ai le plaisir d'être le fondateur et le gérant du groupe Edge, qui est aujourd'hui le leader en France de la gestion de yachts. D'accord. Et ça fait que 5 ans alors? Oui. Ok. Et jusqu'à 40 ans, du coup, qu'est-ce que tu faisais? Alors j'ai eu 2 parcours de professionnels, on va dire. Un premier parcours où j'étais dans le conseil. J'ai travaillé dans l'amélioration de la performance et le conseil au management dans un petit cabinet parisien, puisque j'ai fini mes études à Paris. Et j'ai eu la chance de parcourir un peu l'Europe grâce à cette première mission. J'ai travaillé dans l'industrie, en l'occurrence la papeterie. J'ai découvert un environnement que je ne connaissais absolument pas, et qui était à l'époque en très grande difficulté en Europe. Il y avait déjà la concurrence de la Chine qui était extrêmement puissante. Mais c'était passionnant d'essayer de comprendre un patrimoine industriel du 19e siècle, parce que j'ai travaillé dans des usines qui avaient été créées au 19e siècle. Incroyable. Et qui essayaient de survivre en ce début de 21e siècle et de trouver les moyens de les transformer tout en gardant une expertise, un savoir-faire qui était assez ancien. Je me souviens qu'une des lignes de production sur lesquelles je travaillais, par exemple, produisait les papiers carbone tricolores, qui ont quasiment disparu aujourd'hui, le papier carbone de couleur jaune, rose et blanc. Okay. Ça parle aux plus anciens. Oui. C'est vrai que ça fait quelques années que j'en ai pas vu. Ça a quasiment disparu. Mais en tout cas, voilà, on travaillait sur l'amélioration des pratiques managériales et de la productivité de ces usines en Belgique, en Espagne et dans la banlieue de Londres. Et puis, en 2007, je suis venu m'installer au niveau privé à Marseille, tout en continuant à travailler à Paris. Et j'ai eu l'opportunité, 1 an plus tard, de quitter mon cabinet parisien et d'être embauché par un groupe de protection sociale qui s'appelle AG2R La Mondiale, où j'ai fait donc une 12aine d'années de carrière avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré vers le yachting? Parce que c'est quand même assez différent de l'industrie. Bon, ça reste une industrie, mais tu es quand même plutôt sur du service.
différente de ce que tu as pu faire avant et encore plus des assurances. Et Effecti- surtout l'entrepreneuriat. Après une carrière corporate, Effectivement. Crise de la quarantaine? Non, Ah. non, je plaisante. Volonté de Ça se changement, pourrait. sûrement. Curiosité. Alors, pour ce qui est du yachting, clairement, passion. Moi, je navigue depuis tout gamin. C'est mon grand-père qui m'a mis sur les bateaux. J'avais 5 ans. Il y a une photo de moi où je suis à la barre de son pêche-promenade. C'est une barre franche, donc c'est une grande barre en bois comme ça. Je suis assis, je tiens la barre avec mes 2 mains, tout fier, et je n'ai même pas les pieds qui touchent par terre tellement je suis petit. Et en fait, à partir de là, je n'ai jamais arrêté de naviguer. Dès que j'ai su nager, mon grand-père m'a mis sur un optimiste en bois qu'il avait au fond du garage, dans la calanque en bas de la maison. Il m'a dit, bah, tu vas en face et puis tu fais des ronds dans l'eau. Et j'ai commencé comme ça à prendre Optimiste, c'est beaucoup les de pointus. plaisir. L'optimiste, non, c'est Non, des petits, on appelle ça aussi les caisses à savon. Donc, D'accord. c'est des bateaux rectangulaires avec un fond plat et une dérive amovible et une voile unique de forme maintenant triangulaire, mais au début elles étaient même légèrement carrées, les voiles, donc avec une barre franche. En fait, l'outil idéal pour apprendre à naviguer quand on a quelques 7-8 ans et jusqu'à 10-12 ans, parce qu'après on est un peu trop lourd. Mais voilà, ça a commencé Après, tu comme passais ça. pour un peu plus gros Oui. bateau. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à m'amuser sur les bateaux de croisière grâce à l'école de voile des Glénans, jusqu'à devenir moniteur de voile pour les Glénans. J'ai également été géo-voile au Club Méditerranée pendant mes études. Incroyable. Et donc le bateau nage. En fait, l'arrivée à Marseille est concomitante avec la passion pour la mer et les bateaux en particulier. Dès que j'ai pu, j'ai acheté mon premier voilier avec la place sur le Vieux-Port. Et aujourd'hui, je suis toujours sociétaire du CNTL à Marseille. Et j'ai toujours un voilier. Voilà. Donc, je navigue Après, dès que et j'en tu ai navigues quand dès même. que j'en ai l'opportunité. Ouais. D'accord. Et alors, pourquoi t'être intéressé au yachting? Si tu es passionné de voile de base, pourquoi les yachts? Et quelle est l'opportunité que tu as identifiée dans le marché? Comment tu as fait ta place? Alors, les choses se sont faites un peu progressivement. La première étape, ça a été de sortir du confort du métier de salarié pour basculer vers celui d'entrepreneur. C'est ça la première réflexion que j'ai menée. Celle-ci, elle a été prise fin d'année 2019. J'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, de rencontrer un fonds d'investissement régional avec qui on a travaillé sur un screening des entreprises qu'il y avait à reprendre. Et en fait, étant assez généraliste, j'aurais pu reprendre un peu n'importe quel type de société. On a fait un petit balayage. Puis à la fin, je leur ai dit, mais si on pouvait trouver quelque chose autour du maritime, ça me conviendrait quand même davantage, je me sentirais plus à l'aise. Puisque tant qu'à faire, autant entreprendre dans quelque chose qui nous passionne plutôt que dans le levage industriel, puisque j'ai eu l'opportunité d'aller assez loin sur une entreprise de rachat qui faisait du levage industriel, mais on n'est pas allé au bout, par exemple, ou une autre boîte qui faisait de la robotique aussi. Bref, il y a eu pas mal d'allées et venues. En tout cas, le hasard, parce qu'à un moment donné, le hasard fait bien les choses, a fait qu'une entreprise a émergé sur Marseille. Cette entreprise s'appelait Planète Mer Service. D'accord. Elle avait été créée en 1998 par des skippers qui s'étaient rencontrés sur les bancs de ce qu'on appelait à l'époque le BPPV, l'équivalent aujourd'hui du capitaine 200. Donc c'est le plus petit brevet de capitaine professionnel, marin professionnel en France. Ils avaient créé cette société au début simplement pour régulariser leur travail, donc se faire payer en gros, et pas devoir encaisser des enveloppes. Parce que on est dans la plaisance, on va dire grande plaisance, donc on est en 98, début 2000. Il faut savoir qu'à ce moment-là, un bateau de 15 mètres, c'est quasiment un yacht. D'accord. Aujourd'hui, on parle plutôt de 25 mètres pour un yacht. Deuxième élément, dans les yachts, il y a les sailing yachts et les motor yachts. Il n'y a pas que les motor yachts. Ça, c'est juste pour la petite parenthèse. Donc, sailing, c'est voile. À voile. Oui, alors tous les termes, je suis désolé, sont anglo-saxons. On en parlera un peu plus tard des anglo-saxons, parce que c'est un des objets de différenciation d'Edge. Toujours est-il que lorsqu'ils ont créé cette société, ils ont beaucoup navigué pendant une douzaine d'années. Et en 2006 a été promulguée la Maritime Law Convention, c'est-à-dire le premier texte qui a régi le droit du travail maritime international. D'accord. Il faut quand même comprendre que les marins professionnels sont à peu près à l'âge d'Émile Zola en termes de conditions de travail dans le monde. Très précaire. Exactement. 2006, on est en 2025, ça fait même pas 20 ans qu'il y a un texte, une norme qui régit le droit du travail des marins. En France.
dans le monde entier. Ah ok, dans Dans le le monde entier. La France, c'est encore autre chose, mais j'y viendrai peut-être un peu plus tard. Pour revenir sur Planète Mère Service, du coup, à partir de 2006, c'est institutionnalisé le fait de rédiger des contrats de travail pour cette population. Et donc, mes prédécesseurs se sont spécialisés dans la mise à disposition de gens de mer, qui est une activité qui est réglementée en France. Nous, on a un agrément ministériel pour opérer. Et on travaille en fait sur la partie droit social des équipages. Et donc, j'ai repris une entreprise qui s'occupait de produire des contrats d'engagement maritime et de les exécuter avec des bulletins de paye. Quelque chose qui était assez avoisinant de ce que j'avais fait pendant 10 ans, puisque j'ai passé 10 années précédentes à éplucher des bulletins de paye dans les cabinets d'expertise comptable. Donc finalement, il y avait un lien assez naturel entre les compétences acquises et ce que je pouvais mettre en œuvre pour cette population, tu l'as dit, précaire, d'une part, et surtout qui avait pour défaut d'être mal informé, parce que forcément, quand tout est neuf, le niveau d'information est assez faible. Et donc, cette précarité doublée à un niveau d'information relativement bas faisait qu'il y a, et il y a encore aujourd'hui, beaucoup d'abus, beaucoup de contentieux d'ailleurs, pour certains, douloureux pour les armateurs, soit par manque d'information, on peut l'admettre, mais ce qu'on peut admettre de salariés est plus inadmissible du côté employeur, en fait, en réalité. Et bien sûr, vient se mêler à tout cela des complexités liées aux différents droits, le droit de l'État où le bateau est exploité, le droit du pavillon, qui, on en parlera, donne un aspect extraterritorial au bateau, si celui-ci bat pavillon autre que français. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Malte, ça veut dire qu'un navire qui bat pavillon maltais, qui va être amarré dans le port de Nice, c'est un petit morceau de l'État de Malte détaché dans le port de Nice. Donc évidemment, le droit maltais va, entre guillemets, avoir la primauté. Sauf que si ce navire passe plus que, on va dire, 181 jours, pour faire simple, dans les eaux territoriales françaises, et qu'il est exploité majoritairement en France, bien sûr, vient se rajouter le droit français. Ça paraît logique. Donc il y a la strate du droit international, la Maritime Law Convention, la strate du droit du pavillon, et puis la strate du droit où se produit l'exploitation réelle du navire. Et à cela vient se compléter, pour complexifier encore un peu les choses, la résidence fiscale du marin. Ah, ça compte aussi du coup. Voilà. Et donc tout ça va déterminer la protection sociale qu'il va falloir appliquer pour les marins. Donc c'est finalement une activité qui paraît assez simple. Employer des gens sur un bateau, dit comme ça paraît assez simple, mais en réalité extrêmement complexe et qui amène, du coup, de nombreuses erreurs. Et donc, nous, ce que l'on fait maintenant depuis 5 ans, c'est monter en grade sur la partie respect des normes, respect aussi des valeurs d'humanité et de respect des ressources humaines qui sont employées sur ces bateaux, ce qui est assez dissonant par rapport à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Certains comportements continuent à être assez déviants. Et puis, vous savez, un yacht, c'est l'extraterritorialité de la maison de l'armateur, donc il va avoir tendance parfois à traiter ses marins comme si c'était des employés de maison. Donc, certains auront un grand respect pour eux, et puis d'autres, malheureusement, vont avoir tendance à mélanger les genres. Et ça peut amener à des situations assez conflictuelles. Donc nous, on intervient aussi dans cette espèce de paravent, de pare-feu pour les armateurs et pour les marins. On fait beaucoup de médiation. Et la spécificité de cette entreprise, pour finir, c'est que c'est une entreprise de travail maritime. Et donc 90% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, sur cette filiale-là, parce qu'après j'ai créé d'autres filiales, on y viendra, est sous-tendu par le fait que nous sommes l'employeur de ces équipages. Ce qui crée là aussi un bouclier de sécurité pour les deux parties. Les marins, parce qu'ils savent qu'ils seront bien traités chez nous. On leur offre les meilleures conditions de travail au monde, j'y viendrai. Et de l'autre côté, les armateurs, puisque nous sommes, d'après certains avocats, le risque zéro prud'homme pour nos clients. En fait, ça, du coup, vous fonctionnez un peu comme une agence d'intérim, entre guillemets, puisque tu as les salariés qui sont
tes salariés Oui. de Edge Oui. que tu vas placer ensuite dans les différents bateaux en Oui. fonction des besoins. Ça peut être, on va dire, généralisé comme ça, si ce n'est qu'on n'est pas une agence d'intérim, puisque c'est encore un statut Oui. à part en France, et qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les marins, on ne s'amuse pas à aller bouger d'un bateau à l'autre sans qu'on ait l'accord des clients. D'accord ? Donc c'est un peu la différence. Les clients ne viennent pas vers nous en disant voilà, on a besoin de 10 personnes, vous nous les mettez sur le quai, on va les choisir. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe chez nous. Bah justement, tu vas pouvoir expliquer, mais avant de rentrer un peu plus dans le détail du placement d'équipage chez Edge, est-ce que tu voudrais bien nous faire un tour d'horizon du yachting en France, dans le monde, voilà, les différentes tailles de bateaux, les équipages présents, l'histoire des pavillons et les acteurs qui font du management de yacht anglo-saxon. Alors, le terme yachting, comme son nom l'indique, donc Y-A-C-H-T-I-N-G, en réalité est un terme qui vient du néerlandais. Okay. Parce qu'une des nations fortes maritimes, c'était évidemment les Pays-Bas. Et ça reste encore d'ailleurs un bastion du nautisme en général. Ce yachting, il a émergé en réalité au sens plaisanciel aux alentours de la deuxième moitié du 19e siècle, avec en fait des grands architectes navals qui ont commencé à créer des bateaux à voile rapides pour que les riches aristocrates anglais, puis ensuite les riches bourgeois américains, s'amusent sur l'eau et commencent à faire des compétitions, qu'on appelle toujours aujourd'hui des régates. Et c'est vraiment ça l'essence du yachting au départ, c'est proposer des navires rapides, à voile, pour faire des courses sur l'eau. Et la plus célèbre de ces courses étant bien évidemment la Coupe de l'America, qui existe depuis plus de 150 ans maintenant, et qui est le plus vieux trophée sportif encore aujourd'hui, toujours on va dire en activité, si je puis m'exprimer ainsi. Et bien sûr, ça reste le trophée le plus prestigieux après les voiles de Saint-Tropez. En termes de voile. Oui, après les voiles de Saint-Tropez. Évidemment, ce yachting, il a évolué après la Deuxième Guerre mondiale, avec une transformation majeure du produit, puisqu'on est passé en un peu plus d'un siècle et demi de 100% de sailing yacht à 80% de motor yacht et plus que 20% de sailing yacht. Sachant que ces mêmes sailing yachts aujourd'hui, pour la plupart, ne sont plus des bateaux en réalité de course, sont des bateaux plutôt de promenade. Le meilleur exemple étant les catamarans, parce que c'est un peu le produit en vogue depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'accès pour les guests, parce que c'est plus stable, ça ne gîte pas, un voilier gîte. C'est plus confortable qu'un monocoque motor yacht. Et donc, c'est l'extension de la villa ou du super loft sur l'eau, avec plein de possibilités de jeu autour. Donc, clairement, avec l'évolution technologique des 80 dernières années et l'évolution aussi du nombre de milliardaires dans le monde, le yachting s'est, entre guillemets, démocratisé. Le nombre d'unités a explosé. On est sur un marché qui croît de 10% par an sur les constructions de volume neuf. Okay. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40 000 yachts dans le monde qui ont été construits depuis 150 ans. Certains ont disparu évidemment, mais d'autres restent encore aujourd'hui en activité. Il y a des véritables musées flottants, des bateaux de la fin du 19e siècle qui continuent à être exploités. Donc 40 000 yachts, c'est toutes les tailles ? Toute taille et tout type de propulsion confondu. Ok, parce que moi, le chiffre, on en avait discuté la dernière fois, c'était 11 000 yachts de plus de 24 mètres. Oui, j'ai intégré les plus petits, en fait, les plus anciens dans le chiffre. Effectivement, si on raisonne uniquement sur ce qu'on appelle aujourd'hui des yachts, la tendance est plutôt 10 à 11 000 navires qu'on peut qualifier de, aujourd'hui, super, voire méga yachts, puisque c'est aussi produite dans cet intervalle de temps l'agrandissement des unités. Je le disais tout à l'heure, début des années 2000, un bateau de 15 mètres, c'était déjà un yacht. Aujourd'hui, en dessous de 25 mètres, on ne parle plus de yacht. Okay.
très clair. Et bien sûr, le plus gros aujourd'hui fait 180 mètres quand même de long, c'est-à-dire qu'il est plus long que le plus petit paquebot que j'ai dans ma surface de clientèle. D'accord. Ah oui, parce que est-ce que tu as aussi des croisières? Ouais. Est-ce que tu fais du placement d'équipage sur les croisières? On a gardé une activité et on continue à la maintenir et à l'entretenir avec ce qu'on appelle le shipping. Donc, on a quelques lignes avec des donneurs d'ordre de l'industrie de l'industrie maritime, que ce soit du service aux plateformes pétrolières, que ce soit du transport de passagers ou que ce soit de la croisière de luxe. Donc pour ces 3 secteurs, on intervient en mise à disposition de gens de mer, soit sur des missions ponctuelles, soit sur des CDI. D'accord. En mode un peu agence d'intérim, comme tu le disais. Ouais. Ok, par contre, je ne savais pas que tu faisais aussi cette partie shipping. Oui, c'est assez marginal dans notre chiffre d'affaires. Par contre, ce qui après, est il faut être capable de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne la légitimité. Parce que moi, je suis venu dans cette industrie pour 2 raisons. La première, c'est que j'en avais marre d'entendre depuis tout gamin qu'un propriétaire de navire était heureux 2 fois dans sa vie, le jour où il l'achetait et le jour où il vendait, en parlant de la détention du navire. Ça m'a toujours choqué. Et la deuxième, c'est qu'il semble quand même assez aberrant que 50% de la flotte mondiale se baladant dans les eaux de la Méditerranée, l'industrie soit complètement sous la mise et la mainmise des anglo-saxons. Ouais. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je me suis intéressé au sujet en disant peut-être un truc pour les Français là à faire. Oui, c'est ça, parce que du coup, on n'a pas poursuivi sur ces histoires de pavillons. Comment ça fonctionne? Alors, la première décision, la première question à se poser quand on a la chance de pouvoir envisager d'acquérir un navire, un yacht en l'occurrence, c'est le type d'exploitation qu'on va en faire, privé ou commercial. Donc, nous, on a des clients qui ne louent jamais leur bateau. Leur bateau, c'est une propriété privée. Et donc, ils décident de choisir finalement que ça ne devienne qu'un poste de dépense. C'est un choix. D'autres ont la volonté de se dire, bon, ça va quand même me coûter un peu d'argent. Si je pouvais en amortir une partie des coûts, voire même, pour certains et pour les plus chanceux, récupérer un peu de bénéfices, pourquoi pas? Et donc, ça, c'est le premier choix qui est fait en amont. Ensuite, effectivement, quand on parle quand même d'une acquisition à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, il est quasiment plus du tout d'actualité de détenir ce bien en nom propre. Donc, va se poser la question de créer une société et également de créer un système de financement, c'est-à-dire est-ce qu'on achète cash, est-ce qu'on achète à crédit, est-ce qu'on achète avec un crédit bail, avec un leasing. Bon, et là, nos amis financiers ont toute l'imagination de la Terre pour ça. Et de ce fait, à ce moment-là, au moment où on est sur type d'exploitation et montage de société, intervient effectivement le choix du pavillon. C'est-à-dire dans quel pays on enregistre cette société? Exactement. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer ou pas aux différentes, que ce soit administration, parce qu'on dépend tous quand même d'une administration quand on est citoyen d'un pays, ou on va dire public, média, quand on est quelqu'un d'un peu célèbre. Et le triste constat que je fais, c'est que par habitude et par, il est vrai, certains avantages, c'est clairement Malte qui a le leadership sur la captation d'armateurs et donc le nombre de navires enregistrés à Malte. Parce que ça évite de payer des taxes, parce que justement, si on décide d'avoir un usage commercial, voilà, on est moins prélevé sur le chiffre d'affaires généré. Enfin, qu'est-ce qui justifie qu'on va à Malte plutôt qu'au pavillon français? Oui, alors soyons transparents. Non, mais sans aller sur uniquement le pavillon français, c'est plutôt pourquoi Malte plutôt que les autres. Parce que après, on parlera du pavillon français et on verra qu'il y a des avantages et même certains bénéfices en réalité à opérer sous pavillon français, mais il y a des contraintes, parce qu'en France, on aime bien tout réglementer. Alors, effectivement, Malte a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est l'Union européenne. Donc, on ne part pas dans un paradis fiscal qui pourrait amener certaines personnes mal intentionnées à se poser certaines mauvaises questions.
D'accord. Ça a été la mode des îles un peu exotiques, type Cayman Island, Marshall Island. C'est encore la mode de Guernesey, Jersey, mine de rien, ça existe encore. Mais c'est vrai que avec le Brexit, Jersey et Guernesey ont perdu de leur splendeur, si je puis dire. Donc, le premier gros avantage de Malte, c'est qu'on reste dans l'Union européenne, ce qui, pour une exploitation en Méditerranée, provoque certains avantages, entraîne plutôt certains avantages. Ensuite, il y a un contexte local qui fait qu'ils sont certainement les meilleurs en termes de réactivité, je parle de l'administration, pour délivrer un permis de navigation. Malta Transportation, qui est l'organisme qui gère le pavillon maltais, extrêmement efficace. Le pendant de son efficacité, c'est qu'elle n'est pas toujours très regardante sur les normes de sécurité, à l'inverse de la France, évidemment, où l'administration est beaucoup plus rigoureuse, et également les conditions de vie à bord des équipages. Donc, il y a quand même des choses qui seraient à revoir du côté de Malta Transportation, mais ce n'est pas tellement mon sujet. Le deuxième aspect, c'est qu'ils ont été très forts sur la communication, en disant « venez chez nous, c'est safe ». C'est l'Union européenne, ça ne va pas éveiller les soupçons des administrations fiscales, et on vous crée des conditions commerciales qui sont effectivement avantageuses. Ceci dit, comme les sociétés sont pour la plupart déficitaires, bon, je ne crois pas que la fiscalité soit un vrai sujet pour nos clients, loin s'en faut. Donc ce n'est pas vraiment pour des questions de conditions fiscales, c'est davantage pour des questions de conditions sociales. Le régime social maltais est très peu onéreux. Il y a un espèce de mini filet de sécurité. Et en fait, la grande erreur que commettent la plupart des armateurs, c'est de faire du dumping social. En se disant, ce qui va me coûter le plus cher sur le bateau, c'est les marins. Donc si je peux trouver un endroit où ils ont quand même un régime de protection sociale étatique, mais qui me coûte le moins cher possible, eh bien, dans ce cas-là, Malte émerge, puisqu'on parle de quelques centaines d'euros, c'est forfaitaire par mois, ce qui est loin d'être le cas, évidemment, si on prend la France comme contre-exemple. Cependant, le match, quand il est fait, avec un pavillon bien spécifique en France qui s'appelle le Registre international français, donc le RIF, mérite d'être tenu. Et quand on additionne tous les coûts que représente de créer une société à Malte, de rentrer dans leur système d'agrément, et derrière d'assurance, et derrière de broker, etc., bah, on se rend compte qu'il y a des coûts cachés, évidemment, que l'on n'a pas, par exemple, en France. D'accord. Donc, quand on fait les additions jusqu'au bout, le pavillon maltais, en réalité, peut être challengé par, à minima, le RIF et potentiellement d'autres pavillons. Le gros problème, c'est que dans cette industrie, les gens fonctionnent sur des effets de mode et en fait sont tous orientés dans des espèces de canaux. Donc, puisqu'on fait Malte depuis 15 ans, continuons à faire Malte, sans prendre de réflexion telle que... Sans remettre à jour leurs connaissances. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire du navire commercial, privé, et où sont les intérêts économiques de l'armateur. Évidemment qu'un armateur qui a des intérêts économiques au Brésil, il ne va pas venir à Malte. Ça paraît assez évident. D'ailleurs, il y a un pavillon concurrentiel qui est celui de Madère, par exemple. Un armateur qui a des intérêts économiques en France, par exemple, on pourrait se poser la question de pourquoi Malte ? Et d'ailleurs, moi, je la pose. Et d'ailleurs, je suis le seul, aujourd'hui, bon, évidemment, avec des avocats derrière, à dire à mes prospects, réfléchissez. Réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, faisons les additions, et on verra si je vous emmène à Malte, parce que je peux le faire, ou si je vous emmène sur le RIF. Au RIF. Voilà. Et du coup, comment ça se passe si on a, j'ai donné un exemple, un propriétaire français qui est enregistré au pavillon, enfin, qui a enregistré son bateau au pavillon maltais, et qui a des marins français, mais qui ne passent pas par Edge. Tu es obligé de passer par une société de management de yacht ou pas nécessairement? Alors, c'est une très bonne question. Ou qui passe par une société de management de yacht anglo-saxonne ou maltaise. Puisque bien sûr, à Malte, tout le monde s'est bien organisé, comme il faut bien, en oligopole, pour que tout soit bien verrouillé. Donc, on en revient au lieu d'exploitation du navire et à la résidence fiscale des marins. Si on emploie des marins français,
plus que 180 jours par an sur le territoire français, c'est le droit français qui s'impose. Et ça, en fait, c'est très méconnu et ignoré. Et ça peut conduire à des contentieux. Oui, parce que si les règles de Malte sont un peu plus souples que celles qu'on a en France, il suffit qu'un marin passe plus de 181 jours en France. Et dans ce cas, c'est plus les mêmes règles. Donc, ça fait forcément des contentieux si ça se passe mal. Exactement. Ok. Ce qui se produit. Puisque au bout d'un moment, de toute façon, le marin français va se retourner soit vers notre système de chômage, ou demander à vérifier ses lignes de service auprès de la caisse de retraite des marins qui s'appelle l'ENIM, on y viendra, et se rendre compte dans les deux cas de figure qu'il est lésé, et donc, dans ce cas-là, aller faire valoir ses droits auprès des tribunaux. Alors, il peut y avoir des transactions avant d'aller jusqu'au prud'homme, mais en règle générale, ça va jusqu'au bout, et ça coûte relativement cher aux armateurs. Ok. Et du coup, par rapport... Sans parler du turnover, puisque les marins n'étant pas dans un système très protecteur, évidemment, à la moindre occasion, ils vont sauter du bateau A vers le bateau B. Ok. Donc il y a quand même pas mal peut-être de concurrence entre vous, entre les différentes sociétés. De quoi a besoin un armateur, un propriétaire? Concrètement, quand il achète un yacht, quels vont être ses plus gros postes de coûts? Quels vont être ses besoins en termes de marins et les équipages qui sont présents tout le temps ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, la première question que va se poser l'armateur, c'est pas tellement de raisonner sur l'équipage, malheureusement. Il va plutôt raisonner sur, d'abord, l'assurance, parce qu'il va bien falloir l'assurer, ce bateau. La place de port, où est-ce que le bateau va être amarré majoritairement. Et puis, tous les postes dits de maintenance. Alors, un bateau neuf, pendant 2 ans, il est sous garantie, donc la maintenance est assez cachée. Il y a quand même des choses à faire, mais ça reste assez modique. Puis, une fois qu'on arrive dans la 3e année, que les postes de maintenance deviennent substantiels, voire conséquents. Ne parlons même pas de 5 à 10 ans de détention, où là, il y a des refits qui sont assez onéreux. Et donc, effectivement, le fait de ne pas s'interroger suffisamment tôt sur, d'abord, le choix du capitaine, qui va quand même être le directeur de l'usine. Ok ? Parce qu'un bateau qui vaut, on va faire simple, 10 millions d'euros, coûte à peu près, tout frais payé, j'ai horreur de ce chiffre, mais 10%, on y viendra, en fait, on va dire 1 million. Évidemment, dans ce million, il y a à peu près 300 à 400 000 euros pour l'équipage. Ça dépend du nombre d'équipages, ça dépend de son exploitation, mais grosso modo, c'est ça les grandes masses. Et pour que l'équipage soit incentivé, qu'il y ait un minimum de turnover et que du coup l'asset que représente le navire soit le mieux maintenu en état, ou que quand il y a des charters, l'expérience client soit maximisée, tout part évidemment du capitaine. Ouais. Voilà. À partir de là, une fois qu'on a choisi où on allait mettre le bateau, dans quelles conditions on allait l'exploiter, et puis finalement quelle personne allait en être le référent ou la référente, peut se poser la question légitimement de à quoi va servir le management. Puisqu'on pourrait se dire, c'est le capitaine qui va faire. Alors, peut-être que jusqu'à 20 mètres, avec un seul capitaine, éventuellement une hôtesse en saison, on peut se dire, allez, c'est jouable, on peut se passer d'un management. À partir de 24-25 mètres, par rapport aux enjeux administratifs, la compliance, les visites annuelles de mise en service, le permis de navigation qui conditionne le maintien du permis d'armement. Donc toute une partie comme ça qui s'enchaîne en mode poupée russe. Le permis d'armement, c'est le certificat d'enregistrement du navire. C'est ce qui lui permet d'être exploité. Et le permis de navigation, c'est ce qui rend le permis d'armement toujours pérenne. Donc il est renouvelé d'année en année. Tous les équipements de sécurité qui doivent être vus, les procédures, les rôles, ce qu'on appelle les rôles, donc rôle d'incendie, rôle d'abandon, rôle d'homme à la mer, rôle de voie d'eau. Toutes ces procédures-là de sécurité doivent être assessées chaque année. À partir de 24 mètres ? Même en dessous. Ok. À mon sens, même sur 10 mètres, c'est bien de savoir récupérer un homme à la mer. En termes de réglementation. Mais en termes de réglementation, dès que le navire opère dans un cadre professionnel, tout ça fait partie des éléments. Dans un cadre professionnel, c'est charter. C'est la location. Oui, ou tout simplement, même au privé, d'enrôler des marins professionnels. Parce que dès que j'ai un équipage à bord, en fait, en réalité, de marins professionnels, ils sont censés, et le capitaine surtout, est censé être le garant de la bonne tenue du navire, de pouvoir anticiper les éventuels contrôles, que ce soit le contrôle des affaires maritimes, contrôle de la douane,
bateaux sont quand même très contrôlés, hein, surtout à partir de 25 mètres, et c'est normal. Le volume d'argent en cash, argent liquide qui est détenu à bord, les stocks d'alcool, de tabac, puisque un bateau peut commercialiser alcool et tabac en toute légalité, ce qui est assez détonnant par rapport à ce qui se passe à terre. Comme l'avion, en fait. Comme un avion, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est le même code des transports en France. Ouais. Et donc, et duty free. exactement. Et effectivement, le plus important, j'ai oublié quand même, le premier contrôle que font les douanes quand elles montent à bord, c'est si le bateau est en conformité par rapport à la TVA. Puisque dans certains cas, le bateau peut être acheté sans TVA, il peut être exploité, et tous les frais qui sont liés à son exploitation peuvent être exonérés de TVA, ou pas. D'accord. Donc, par exemple, parce que j'ai entendu cette histoire assez récemment, qu'on emmenait au large le propriétaire pour le faire signer dans les eaux internationales. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça, c'est un problème aussi de TVA, c'est qu'il n'y a pas de TVA dans les eaux territoriales. En fait, mais par contre, s'il vient l'exploiter en France, là, il faut qu'il déclare sa TVA et qu'il la paye à l'État. Alors, si effectivement le bateau est exploité majoritairement en France et qu'il a un pavillon qui ne lui permet pas de bénéficier de l'exonération de TVA, il va devoir être soumis à TVA. En fait, sa société qui va faire des dépenses va être soumise à TVA, assujettie, comme on dit. Ou au contraire, si le cadre juridique lui permet d'être en full exonération de TVA, il va pouvoir opérer en exo. Il n'y a pas de règle a priori, c'est quasiment chaque cas qui est particulier. Il y a une réglementation à respecter, et après, tout va dépendre du type de contrat pour les guests en matière d'exploitation de charter. Est-ce qu'on est sur un contrat classique, donc contrat d'affrètement, qui lui donc est soumis à TVA, ou est-ce qu'on est sur un contrat dit de transport, qui est comparable à ce que font les grands croisiéristes. D'accord. Si tu prends l'exemple du Club Med 2 ou l'exemple des bateaux MSC, il va de soi que toutes ces croisières sont exonérées de TVA. D'accord. Donc on pourrait s'interroger sur pourquoi exonération de TVA pour ces unités-là et pas exonération de TVA pour effectivement les quelques riches qui se promènent sur les yachts. Si on reste à Saint-Tropez. Oui, et ben exactement. Si tu fais un Saint-Tropez, c'est quand même légitime que de devoir payer la TVA. Que tu ne sois pas du transport. Si tu fais un Saint-Tropez Monaco, mais que tu passes à 12 000 des côtes, il y a la possibilité, dans certains cas, d'être exonéré de TVA. Et c'est assez complexe. Ok. Donc finalement, le capitaine a pas mal de responsabilités. Il a ça. On rajoutait à ça le management, quand même. Ouais. Dès qu'on a 3-4 membres d'équipage, parce qu'à partir à partir de 24 mètres, alors pour en avoir visité quelques-uns, on a 5 suites, peut-être, et on a un équipage qui est tout le temps là à sticker. Ils sont combien en général? Alors, il n'y a pas de... En général, ça démarre... En moyenne... ça démarre à 2 sur les plus petites unités, 20-22 mètres, et puis ça peut aller jusqu'à une quinzaine sur un bateau de 60 mètres. D'accord. Voilà, et encore plus si on prend les plus gros, on peut aller jusqu'à 20 membres d'équipage sur des bateaux de 80 mètres. D'accord. On est quasiment sur du 1 pour 1, voire même 1,2 pour 1, c'est-à-dire 1 voire 1,2 membres d'équipage pour un guest. Ouais, tout à fait. Et donc, à bord, le capitaine va endosser un petit peu tout le risque, s'assurer que tout se passe bien. Exactement. À bord du yacht. Mais là où je voulais t'emmener, c'est sur la French Touch, puisque c'est ce que tu essayes de faire avec Edge. Et le constat, c'était de se dire, oui, là, on a des yachts en charter, etc. Le capitaine est responsable, mais le capitaine qui est garant de l'expérience client à bord n'est pas forcément formé à l'hospitalité. Alors qu'on achète quand même l'extension ultime du luxe, donc tu parles d'industrie, mais c'est un hôtel même, c'est pas qu'une usine, c'est un hôtel finalement sur l'eau. On est censé être encore mieux sur son yacht qu'à la maison. Et le service n'est pas toujours à la hauteur des attentes d'un propriétaire déjà très exigeant. Et donc, former les marins et les équipages français à cette hospitalité, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors là aussi, en fait, c'est tout simplement les constats, et comme quoi, des fois, quand on est un peu un outsider, on arrive avec des idées un peu fraîches et nouvelles dans une industrie. Les constats, quels sont-ils? Tu l'as dit, en France, on forme des marins, on forme des techniciens, mais on ne forme pas des gens au service et à l'hospitalité, et encore moins des communicants.
Donc nous, déjà, ce qu'on fait depuis 3 hivers, c'est qu'on forme les équipages à l'anglais, qui est quand même la langue de communication et de conversation du tourisme et du segment de tourisme sur lequel on opère. Parce que nous, 90% de nos guests sur les charters sont des anglo-saxons ou des étrangers qui vont avoir besoin de l'anglais pour échanger avec le crew, avec l'équipage. C'est déjà surprenant, ça. C'est déjà surprenant et c'est déjà un sacré travail quand on connaît les carences des Français en anglais. Mais pour aller dans ton sens, ce que j'ai également constaté, c'est que quand on visite les navires qui sont opérés par les anglo-saxons, certes, tout est carré, mais c'est extrêmement froid. Les anglo-saxons n'ont pas ce sens de la convivialité. Et puis surtout, en quoi un capitaine qui est allé apprendre à naviguer à Plymouth peut raconter une histoire sur les côtes de la French Riviera? Soyons quand même assez clairs. Ce qui fait la différence aujourd'hui sur un charter, c'est l'équipage, pas le reste. Le reste, c'est un acquis. C'est un peu comme à l'hôtel. Quand tu vas dans un palace, tu vas pas dans le palace pour le palace, tu vas dans le palace pour le service et pour l'expérience que tu vas y vivre. Et donc, entre le fait d'avoir un accueil et une prise en charge qui soit parfaite de A à Z et quelque chose d'impersonnel, comme on peut le vivre dans des hôtels moins prestigieux, bah, c'est ça qui fait la différence et qui va peut-être même créer l'envie, soit du repeat, donc de reprendre et on a des familles qui viennent comme ça d'année en année sur le même navire tous les étés à la même période, parce qu'ils ont créé une relation humaine avec l'équipage. Ils prennent toujours le même chef pour parler gastronomie, parce que ça fait partie des éléments, versus l'insatisfaction client qui est juste abominable dans ce type d'industrie et inacceptable en fait. Oui, voilà. Parce que ça arrive souvent finalement, l'insatisfaction client. De quoi les clients charters sont les moins satisfaits à bord de leur yacht, alors qu'ils ont loué une fortune la semaine? Je pense que ce qui les déçoit le plus, c'est le manque de transparence. À quel sujet? En fait, lorsque tu achètes une expérience de croisière, tu vas acheter en fait la location du navire à la journée ou à la semaine, peu importe. Mais derrière vont se rajouter toute une série de dépenses annexes, qu'on appelle les APA dans le jargon, à commencer par alcool et nourriture. Et l'autre poste quand même déterminant, c'est le carburant et les places de port. Et ça, en fonction de comment le charter est préparé et de comment ce qu'on appelle le charter manager, donc la personne à terre qui va, en coordination avec le capitaine, préparer ce charter, eh bien, il y a une forte dissonance, puisque à chaque moment ou au milieu de la semaine, on va devoir dire au client « Ah, mais là, par contre, comme vous avez mangé du homard tous les repas, là, soit il n'y a plus de homard, ce qui est horrible, soit il va falloir remettre au pot, parce qu'en fait, on a bouffé toute la caisse. » De la même façon, on avait prévu au départ de ne pas faire beaucoup de navigation, puis au final, vous nous avez fait faire 36 allers-retours. Du coup, on a consommé 2 fois plus de carburant que ce qui était prévu, donc il faut qu'on refasse le plein, et ça va vous coûter. Etc., etc. Si on prend un charter à la journée, c'est horrible. On part le matin, on met quand même plusieurs milliers d'euros dans sa journée, et le soir, qu'est-ce qu'on fait? On repasse à la pompe, et on fait l'addition de la dépense de carburant. J'ai déjà payé ma journée, je ne vais pas en plus encore sortir la carte bleue pour payer le carburant. Voilà, c'est que des choses comme ça qui sont en fait issues du passé, parce que c'est des habitudes, des mauvaises habitudes qui se sont. Puis bien sûr, au passage, tout est opaque. D'accord, ça va de soi. Donc, ce qui se passe, c'est que le client a l'impression de s'être fait avoir, et généralement, il n'y revient pas. Et ça, pour moi, c'est horrible de l'avoir constaté. Donc nous, évidemment, on travaille différemment. On a créé des packs all-inclusive pour les day charters. Où tu anticipes déjà où tout les est prévu. Consommations. Exactement. Et de la même façon, on travaille à incentiver les charters à la semaine en créant des émotions et des expériences particulières. Tu l'as vu lorsque tu es venu au contact de mes équipes. On a des charters à thème avec des expériences d'artistes ou de chefs ou de sommeliers, des dégustations et des visites également à terre de domaines pour faire le lien entre ce qui est dégusté en mer et ce qui se passe à terre. Et on a la chance d'être dans une région qui est juste extraordinaire au niveau du terroir.
pour faire vivre des choses Mmh. qu'aucun concurrent aujourd'hui ne propose. Oui, parce qu'on parle de plus en plus d'hospitalité expérientielle, Mmh. où on a besoin de surprendre C'est ça. toujours des personnes qui ont peut-être déjà tout vu, mais avec de l'authenticité, avec du local. Et donc, c'est ça que C'est vous essayez de faire, en c'est tout tout ce cas, qu'on sur la c'est tout ce côte. qu'on met en œuvre chez Mmh, Edge, ouais, mmh. exactement. Et tu as beaucoup parlé des concurrents, justement. On sent, enfin, alors, Alors il y a deux choses qui m'intéressent. C'est, un, déjà, qui sont-ils? Comment le marché se divise? Et qu'est-ce que chacun d'entre vous apporte? Les gros, Burgess, etc. Mais aussi en termes de services et surtout, comment tu as réussi à faire ta petite place au milieu d'eux? Ça n'a pas dû être si facile. Voilà, donc c'était 3 questions en une. Ouais. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, je dirais qu'en France, le marché est très éclaté entre uniquement des petites sociétés qui D'accord. gèrent peu de bateaux et qui ne font souvent qu'1 ou 2 offres de services. Donc soit ce sont des concessionnaires, ils vendent des bateaux, ils font un peu de maintenance derrière, ils font rien d'autre derrière. OK. Soit ils ne font que de la mise à disposition de gens de mer, mais ils s'occupent pas de la partie exploitation, maintenance, charter, gestion financière, etc. Donc aujourd'hui, en France, on est le seul one-stop shop de la OK. place et on est les plus gros. On est le leader en France. Donc, pour te répondre, nos concurrents ne sont pas en France. Nos concurrents sont les bigs, dont les noms que tu viens de citer, c'est-à-dire les anglo-saxons. Mais nous, notre ambition, c'est pas de venir en fait gros comme eux uniquement pour grossir, c'est de venir les disrupter par la qualité de l'offre de service, donc amener justement cette excellence à la française. Mmh. C'est ça la French Touch, c'est le savoir-vivre et l'art de vivre à la française qu'on veut implémenter de A à Z, que ce soit pour les armateurs, que ce soit pour les équipages et que ce soit pour les locataires en charter. On veut que pour ces 3 segments-là, qu'ils aient l'expérience de la qualité de service Mmh. et du luxe à la française. C'est ça qu'on veut amener sur les yachts. Pourquoi? Parce qu'on considère que en fait, les anglo-saxons ont voulu le Brexit, ont souhaité, certes, ils ont inventé le yachting, mais compte tenu que ce yachting se produit très majoritairement entre Monaco et Saint-Tropez, Mmh. jusqu'à preuve du contraire, ces côtes-là ne sont pas encore sous la couronne britannique. Non, Donc c'est on a vrai. toute légitimité pour venir concurrencer en disruptant ces vieilles maisons qui sont pour la plupart en fait des noms d'architectes navals de la fin du 19e siècle. Les Camper and Nicholson, les Northrop and Johnson sont tout simplement des noms d'architectes navals. Les gens très brillants qui ont monté ces empires ont disparu depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, ils appartiennent à des grands groupes financiers pour la plupart. Ouais, Ils emploient des gens qui sont pour certains d'ailleurs des Français, il faut le savoir, bien sûr. et n'ont plus du tout aucune racine avec ce que les promoteurs ou plutôt les fondateurs avaient créé à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des entreprises d'enregistrement de bateaux. Ils les vendent d'ailleurs, ils les vendent ou ils les achètent, et ils les exploitent commercialement. Certains commencent un tout petit peu à s'intéresser aux équipages, mais c'est très récent. Donc nous, on a cette force de partir de l'humain, OK. de considérer que c'est ça le premier asset du navire, et qui va faire en sorte que le bateau qui coûte, encore une fois, à l'acquisition, mais aussi à l'entretien, quelques millions et quelques centaines de milliers par an, soit maintenu le plus longtemps possible à un niveau le plus élevé possible. OK. Ça paraît évident comme ça, sauf qu'en réalité, c'est pas du tout. C'est très disruptif par rapport à l'industrie. Par rapport à l'industrie, ouais. Parce que tous ces gros... ouais, ce qui est un petit peu surprenant dans ce milieu, c'est qu'on a des grandes entreprises anglo-saxonnes qui opèrent sur des yachts sur la Côte d'Azur, de propriétaires souvent étrangers. Enfin, en fait, c'est ça. Et ils placent des équipages anglo-saxons. Et parfois, il y a quand même et ils des font la Français. guerre aux Français. Ils détestent les Français. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que les Français sont difficiles à gérer. Ou pas. Parce que les Français ont la réputation d'être accrochés sur les heures de travail, d'être procéduriers. Et en fait, c'est très facile de nous caricaturer et de ne voir que le verre à moitié vide de ce que sont les équipages français en règle générale. Et parce qu'il y a eu des mauvais exemples dans le passé. Mais moi qui aujourd'hui embauche des Africains du Sud, des Néo-Zélandais, je peux tout à fait dire qu'ils ne sont pas plus travailleurs que les Français, loin s'en faut,
qu'ils sont, dans certains cas, tout aussi procéduriers. Nous, on a eu une jeune femme totalement incompétente qui a cherché à nous chercher des poux dans la tête sur ma filiale à l'international d'enrôlement. Donc, en réalité, on n'a rien à envier aux autres. Simplement, comme d'habitude, on est mauvais commercialement, on ne sait pas se vendre, et on est mauvais en termes de communication, c'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer les avantages qu'il y aurait à avoir un équipage, en réalité du cru, pour gérer son navire. Typiquement, en termes de relations entre les ports, de relations entre les chantiers, qui sont tous à la main de Français, et un équipage français ou un équipage étranger, c'est assez évident de se dire que la communication sera quand même plus simple. Et donc, la satisfaction client à la fin, si au moins le capitaine ou les officiers sont français, puisque en dessous du capitaine, les postes qui comptent, c'est le chef mécanicien, parce que c'est lui qui est au cœur de la machine, qui est quand même aujourd'hui un des postes les plus importants pour un bateau, que ce soit un sailing ou un motor yacht. C'est évidemment le chef ou la chef, et puis ça veut être le chef ou la chef hôtesse, c'est les 4, et le second capitaine, ce sont les 3, 4 ou 5 on va dire officiers qui vont transformer l'expérience client. Et aujourd'hui, effectivement, pour ce qui est des anglo-saxons, si on prend le quai des milliardaires à Antibes, ce qui est dramatique, c'est que sur les 20-25 unités qui se promènent là, qui font toutes entre 40 et 120 mètres, il n'y a aucun pavillon tricolore, aucun, et il n'y a quasiment aucun membre d'équipage français. Ouais, et enfin, ce que j'ai pu observer depuis que j'ai découvert ce milieu du yachting, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautarisme. Les Néerlandais restent entre Néerlandais, les Anglais restent entre Anglais. Il y a des ports qui sont aux mains des Néerlandais, d'autres aux mains des Anglais, et il reste vraiment... Il y a peu de mélange, peu de confiance aussi entre les différentes nationalités. Et c'est quand même super dommage que, alors qu'on est sur les côtes françaises, ce ne soient pas les Français qui soient les leaders sur leur propre marché. C'est ma modeste ambition, je pense que tu l'auras compris. Bien sûr. Et alors, pas côté concurrent, mais côté vraiment tes clients, donc les armateurs. Est-ce qu'ils sont vraiment plus satisfaits justement du service à la française ou au contraire très rassurés par les gros Alors, on a quand même nous une partie de notre clientèle qui est française, donc celle-là, je pense que par essence, elle est rassurée de travailler avec un groupe français. On va les mettre de côté. C'est quand même 5/8 3/8 de la population, de notre surface de clientèle. Après, pour les 5/8 d'étrangers, c'est assez divers parce qu'on a des Suisses, on a des Belges, on a des Allemands, on a des Anglais, des Américains, des Sud-Américains. Donc, en fonction de leur propre culture, certains vont venir chez nous effectivement parce que ça les rassure, parce que le bateau est en France, qu'il bat pavillon étranger, mais qu'il soit managé par une boîte française. Pour eux, ils y voient leur intérêt. Et d'autres, au contraire, sont venus nous rejoindre parce qu'ils étaient déçus par les anglo-saxons. Donc, il y a un peu des deux. Maintenant, l'enjeu, si on doit se projeter sur demain, c'est de faire prendre conscience à davantage de clients, et notamment de clients entrant sur ce marché. Je pense aux nouveaux acquéreurs, et aux nouveaux armateurs, qu'il est quand même aujourd'hui aberrant de suivre comme ça des effets de mode et de ne pas se concentrer sur finalement l'offre de service et la qualité de service. Aujourd'hui, moi, pour travailler en partenariat avec les anglo-saxons, ce qui me permet de les observer de l'intérieur, je constate que dans bien des cas, ils sont loin d'être au rendez-vous. On n'est pas au rendez-vous de l'excellence, on n'est pas au rendez-vous de la précision. Je vais te donner un exemple. Un des leaders du marché, un très grand nom, je ne vais pas le citer parce que j'ai quand même un peu de respect pour lui, a été capable d'envoyer une newsletter dans laquelle il a affirmé que le navire allait passer du 4 septembre à Nice au 5 septembre à Split, en Croatie. Voilà le genre d'erreur qu'on peut lire dans les documentations qui sont envoyées à tous les brokers de la place par ce qui se prétend être le numéro 1 de l'industrie. Donc on est quand même très loin du niveau d'excellence qu'on pourrait attendre de ce genre d'acteurs. Et je travaille étroitement avec eux sur d'autres sujets et je constate quasiment au quotidien à quel point ils sont
vraiment largué, pour le dire gentiment, et prendre une petite analogie Donc, maritime. il y a de la place. Il y a vraiment Il y a de de la la place. place pour agir. Et c'est la deuxième raison pour Mm. laquelle je suis venu dans cette industrie, c'est ce côté, ce manque de professionnalisme en fait. On est vraiment dans une industrie très artisanale, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des chantiers, que ce soit au niveau de la maintenance. Aujourd'hui, nous, on installe des plans de maintenance préventive à bord des yachts. C'est innovant. D'accord? Alors que ça devrait être la base. Oui, la GMAO qui existe depuis 40 ans dans toutes les usines n'est quasiment pas pratiquée à bord des yachts. D'accord? La gestion de la maintenance assistée par ordinateur, pardon, pour le jargon. Nos concurrents sont des loueurs de bateaux. Ils se contrefichent de ce qui va se passer pendant le charter. Ils ne font que louer des bateaux et donc, en fait, vendre des contrats. C'est ça la réalité. Évidemment, j'ai une autre ambition pour mes équipes. Ouais. Et d'ailleurs, dernière question avant de passer au côté plutôt entrepreneurial, c'est quand tu es sur des locations de bateaux, justement, comment ça fonctionne avec les acteurs? C'est-à-dire que tu as la société, par exemple, un big anglo-saxon qui va être directement en contact avec l'armateur, et tu as d'autres sociétés qui peuvent aussi proposer les mêmes bateaux à la location et donc des échanges. Aujourd'hui, l'industrie est là encore à la main des anglo-saxons parce qu'ils ont créé en fait un site internet, d'accord, sur lesquels toute la flotte mondiale est inscrite. D'accord. Et beaucoup de ces charters se font en B2B2C. C'est-à-dire que tu vas avoir une agence XY à Londres, à New York ou que sais-je, ou un client en direct, il y a les deux cas de figure, qui va venir chercher en fonction du budget, du nombre de guests, et éventuellement de la zone géographique quand même où va se passer la croisière, l'unité qui va correspondre le mieux au cahier des charges. Okay. Et tout ça se fait en général de broker à broker, avec une répartition des commissions qui est normée. C'est affreux, puisque tout ça, évidemment, ne contribue pas à la quête de l'excellence, puisqu'à partir du moment où il n'y a aucune différence entre louer le bateau chez A que de louer le bateau chez B, à minima sur la répartition économique, bien évidemment, pourquoi j'irais plutôt chez A que chez B? En fait, on s'en fiche. Voilà. Ouais. C'est celui qui a le plus de bateaux qui pourra faire le plus de chiffre d'affaires derrière son ordinateur et en attendant qu'il y ait des demandes entrantes qui arrivent. Bon, évidemment, là encore, c'est pas ma vision du futur et de ce que devrait être aujourd'hui l'expérience de... C'est vrai que c'est quand même très étonnant. J'ai du mal à me projeter. Pour moi, un yacht, c'est tellement l'extension ultime du luxe que, en tant que client charter, on s'attend à ce que tout soit merveilleux, parfait. Et ça m'étonne qu'avec cette qualité de service que tu as l'air de décrire, qu'on ait encore de plus en plus de demandes, du succès autour des yachts à l'international. Alors, après, c'est peut-être du luxe pour montrer et pas pour soi. Mais... J'allais dire, déjà, prenons un chiffre tout bête. Quelle est la durée de présence moyenne d'un armateur à bord de son navire? C'est 15 jours par an. Déjà, quand on dit ça, on a compris que en fait, détenir un yacht, c'est quasiment le pire des investissements qu'on puisse faire dans sa vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif que d'en faire un investissement. C'est un signe extérieur de réussite. Après, on peut y porter les jugements qu'on a envie d'y mettre, mais en attendant, c'est certainement pas fait pour se faire plaisir ou, comment dirais-je, gagner de l'argent, encore moins. D'accord ? Dans le meilleur des cas, c'est fait pour faire plaisir à ses amis, ses meilleurs clients, ses meilleurs partenaires et briller, mais à aucun moment ce n'est fait pour finalement la passion pour la mer, la passion pour la culture, la gastronomie méditerranéenne. Si on prend les exemples de la Méditerranée, après nous on a aussi des extensions ailleurs dans le monde, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'ailleurs les choses vont plus vite et évoluent, les attentes sont différentes. Mais néanmoins, sur les constats objectifs que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme distorsion entre ce que les brokers vendent et annoncent et la réalité de ce qu'est la détention d'un yacht. D'ailleurs, la durée de détention d'un navire est extrêmement faible puisque c'est 3 ans en moyenne. D'accord. Donc les bateaux en fait changent de main
assez rapidement. Ah oui, ça tourne. Et ça beaucoup. s'explique, à mon sens, par de la déception client. On achète des emmerdes. Dans le pire des cas, exactement. Ou dans le meilleur des cas, par l'évolution de la fortune de l'armateur qui, du coup, achète plus gros. D'accord. Parce qu'il a acheté trop petit. Il y a les deux. Il y a les sortants, on va dire, ceux qui sont déçus, et il y a ceux qui s'en foutent, mais qui achètent plus gros, parce qu'en fait, ils veulent continuer à montrer que ça va bien pour eux. Ok. Quand on comprend cette échelle de temps, on comprend aussi que dans l'industrie, il y a beaucoup d'opportunistes et de faiseurs de coups, COUPS, et donc COUTS aussi, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'opacité et de commissions manifestement exagérées. Et évidemment, moi, mon objectif, c'est de rendre mes propriétaires heureux le plus longtemps possible, quelle que soit leur durée de détention, parce que ça me va bien qu'ils changent de bateau régulièrement, du moment qu'on les accompagne à chaque fois sur les projets futurs. Et c'est ce qui se passe. J'aurais aimé qu'on ait davantage de passionnés aussi, mais la vérité fait que voilà, je considère qu'il y a à peu près 20% de vrais passionnés et 80% qui sont plutôt là pour briller, parce que ça fait partie des signes extérieurs qu'il faut pouvoir afficher quand on atteint un certain niveau de fortune. Ouais, je comprends. Écoute Thomas, je ne sais pas si tu es coutumier de la tradition, mais j'ai un petit message pour toi. Bonjour Nathalie, vous avez demandé un invité mystère pour cette émission. L'équipe de Thomas m'a proposé d'être cet invité et de lui faire la surprise. Et je les remercie car ça témoigne du fait qu'on fait un petit peu partie d'une même et grande équipe. Moi, je suis Louise, l'épouse de Thomas. Ça fait 10 ans que Thomas est le capitaine de mon cœur. Et c'est sur cette fonction que je voulais dire un mot aujourd'hui. Je pense que cette fonction de capitaine, c'est ce qui dépeint le mieux Thomas et ses qualités d'entrepreneur. Vous le savez, vous avez dû en parler dans cette émission. Thomas a choisi de prendre le chemin de l'entrepreneuriat en alliant business et passion, la mer. En l'occurrence, c'est la voile qui le passionne, en tout cas comme hobby. Et il mène cette aventure de l'entrepreneuriat comme un capitaine, je dirais, qui dirige son bateau, il a son cap, il est à l'écoute des éléments extérieurs, il sait embarquer son équipe dans le sens où il faut aller, et il sait aussi aller chercher de l'aide quand il le faut. Il prend du plaisir et c'est super. Je me souviens qu'une de nos premières sorties en Méditerranée, c'était en pleine tempête, comme la Méditerranée peut l'être. C'était pas la catastrophe, sinon on serait pas sorti, mais quand même, il y avait énormément de vent et de vagues. Le bateau faisait des énormes mouvements et je l'ai vu imperturbable, à la fois droit dans ses bottes, maintenant son cap, et en même temps à l'écoute des autres sur le bateau, de nos peurs. Et je l'ai vu y prendre du plaisir en plus. Donc j'ai été très impressionnée et j'ai su à ce moment-là que je pourrais aller n'importe où avec lui et faire face à n'importe quelle difficulté de la vie à ses côtés. Et j'étais fière de faire partie de son équipe de vie. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Merci pour ce cadeau. Réaction? Alors, je crois que beaucoup de choses sont résumées. Louise est mon phare. C'est aussi mon pilier. J'ai commencé ma présentation par parler de mes enfants. On en a 2 en commun, donc les 2 dernières, évidemment. Et c'est vraiment ma base, ma base de vie. J'ai eu la chance de reprendre Planète Mer Service qui avait été créé à Marseille, donc de pouvoir installer le siège social de mon groupe à Marseille, dont est originaire Louise. D'accord. Louise a grandi sur le Vieux-Port, c'est quand même assez amusant. Et quand on s'est rencontrés, elle était sur le point de prendre des cours de voile, donc on va dire que je suis arrivé au bon moment dans sa vie. Elle a fait des économies. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je pense que tu l'as compris, le bateau occupe une place importante dans ma vie. Je suis
le plus heureux des hommes parce que tous les matins, je me lève en ayant l'impression de ne pas travailler. C'est, je crois, un des mottos de peut-être beaucoup d'entrepreneurs, mais moi, c'est encore plus sensible dans la mesure où j'ai eu la chance de faire coïncider ma passion et mes activités professionnelles. Et l'autre grande force de Louise, c'est qu'elle m'accorde quasiment toute la liberté dont j'ai besoin pour étendre mon groupe, le faire grandir. Ça prend du temps. On est à Nice aujourd'hui. Je suis parti de la maison à 6h hier matin, parce que j'étais déjà à Nice hier. J'ai un bureau secondaire à Cannes. On a des activités à l'île Maurice, où je vais 2 fois par an. On a des activités maintenant à Dubaï, où je vais aussi 2 fois par an. C'est pas mal, parce que c'est à mi-distance. On n'en a pas beaucoup parlé. Je vais tous les ans aux Caraïbes, parce qu'on a une partie de notre flotte qui part aux Caraïbes tous les hivers, et on a beaucoup de clients là-bas. On a des projets avec les États-Unis, on a des projets dans l'océan Indien aussi. Donc évidemment, le groupe va continuer sa globalisation, parce que par essence, le maritime est global. Et je pense que si j'avais pas une femme aussi exceptionnelle que celle que j'ai, rien de tout cela ne serait possible. Voilà. Donc je lui dois énormément. Et son témoignage est particulièrement touchant. Il est sincère. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous lie. C'est qu'on est tous les deux très authentiques, très simples en réalité. Moi, un de mes plaisirs dans la vie, c'est tout bête, mais c'est de finir au beau jour à Marseille, un peu tôt le travail, et d'embarquer un casse-croûte et une bouteille de rosé, et puis d'aller faire 1 heure de bateau. J'ai la chance d'avoir un bateau je navigue toute l'année, et en fait, en 10 minutes, je suis du bureau au bateau, et en moins de 10 minutes, je suis du bateau en mer. Il est tout le temps prêt, mon bateau. Et donc, ce luxe, parce que pour moi, c'est du luxe, c'est celui-ci. C'est pas celui d'avoir le plus gros voilier du port, je m'en contrefiche. J'ai pas du tout d'ailleurs entrepris pour m'enrichir, c'est pas du tout le projet. Et pourtant, je suis dans un segment où on ne parle que d'argent. Mais pour moi, l'argent, c'est peut-être ma force, l'argent n'est qu'un moyen, n'est pas du tout une fin. Les sommes dont on parle ne me rendent pas fou, loin s'en faut. J'arrive aujourd'hui à me projeter sereinement dans la croissance de mes activités, de mon groupe, parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui m'apporte à la fois la sérénité et la sécurité émotionnelle, parce que bien sûr que je doute tous les jours. L'entrepreneuriat. Bien sûr que nos concurrents sont à l'affût. C'est amusant, j'ai eu un joli compliment hier, puisqu'il se trouve que Hill & Robinson, qui est quand même l'un des leaders du marché, a transmis en témoignage à l'un de mes collaborateurs qu'ils nous connaissaient, qu'ils nous regardaient et qu'ils étaient impressionnés par ce que nous faisions. C'est quand même un beau témoignage d'un concurrent. Et je suis convaincu que notre performance actuelle est complètement sous-tendue par le fait que le collectif que j'ai réussi à créer adhère à la vision et à la stratégie que je déploie depuis 5 ans. Quand bien même il me challenge régulièrement. Et je n'arrive à être convaincant que parce que je suis convaincu, et je n'arrive à avoir ce niveau de confiance en moi que parce que j'ai un foyer qui est aussi fort que ce que Louise l'a magnifiquement décrit tout à l'heure. En fait, le fait que tu sois, avec ta petite famille, rester simple et authentique, ça permet de faire les choses différemment. Et ce que j'ai ressenti quand tu m'as invité à votre événement avec Edge, c'est le sentiment d'être accueilli comme à la maison, avec une chaleur, avec une sincérité, avec une authenticité qui, en fait, fait du bien. Et je trouve que quand on entreprend, on a aussi quand même le luxe de pouvoir choisir
les personnes qu'on a envie de fréquenter, avec qui on a envie de travailler. Et ça rend la vie beaucoup plus douce, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas toi que j'ai rencontré en premier, c'était Brian. C'est vrai. Brian à Monaco, petit jeune, le peps, etc. Et en fait, on voit qu'il est épanoui, qu'il a la place de s'exprimer, que... en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ce jour-là m'ont donné le sentiment d'avoir un objectif commun, d'avoir un sentiment d'appartenance à une famille. Et ça ne m'étonne pas que vous soyez sur la voie de l'excellence. Tu vois, j'espère que ce témoignage-là, on l'aura sur l'expérience en mer avec nos équipages. Parce que ce que j'essaie d'insuffler aussi auprès des équipages, c'est cette culture d'entreprise. C'est ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une partie de nos équipes qui, sur Saint-Barth, qui est quand même un lieu un peu privilégié pour notre clientèle, a le logo Edge dans le dos. Tous les jours, il y a 20 marins dans le port de Gustavia qui se promènent avec un t-shirt logo Edge dans le dos. Quelle plus belle pub pour une petite société comme nous. Et ce sentiment d'appartenance et cette culture d'entreprise que j'essaie de développer et de déployer, effectivement, je pense que c'est ce qui peut, dans le futur, faire la différence. D'ailleurs, un des drivers de notre croissance, 40% de notre croissance, est sous-tendu par les capitaines qui nous amènent les armateurs et les navires en gestion. Donc, on est un aimant pour ils te rejoignent les équipages. parce qu'ils se sentent bien. Parce qu'ils se sentent respectés, je l'ai dit tout à l'heure. On leur offre clairement les meilleures conditions de travail au monde, avec une protection sociale avec laquelle aucun acteur n'est capable de rivaliser. On travaille au quotidien pour s'améliorer, parce qu'évidemment, c'est complexe, on l'a dit tout à l'heure, et donc nous, on apprend aussi tous les jours. Mais notre vraie force, c'est qu'on reste humble, on reste à l'écoute, on reste probablement les plus réactifs de la place. On a digitalisé toute notre chaîne de valeur, donc ça nous permet d'être hyper performants. Et on est capable aujourd'hui d'enrôler des marins partout dans le monde en moins de 24 heures. Maurice est debout depuis, pour moi, comme moi d'ailleurs, 5 heures ce matin. C'est mon premier call tous les matins, puisque j'ai une équipe à Maurice. Ensuite, j'enchaîne avec Dubaï, qui est à peu près sur le même méridien. Et puis, derrière, la France se lève. Et comme on est en avance sur les Caraïbes, pour l'hiver, c'est fabuleux, puisque ça nous permet de tout préparer pour que le matin, sur les Caraïbes, ils puissent travailler en parfaite sérénité. Et ça, je veux dire, cette agilité-là, qui correspond complètement à la fois à l'époque contemporaine dans laquelle on vit, avec les outils digitaux, et à la fois aussi à notre environnement, nous, professionnels, qui est la mer et les océans, qui sont par essence présents sur toute la Terre. En fait, c'est cette... ce lien entre innovation, outils et industrie, en tout cas service à l'industrie, qui fait qu'on performe. Ça fait une espèce d'alchimie qui nous amène vers l'excellence. Thomas, je te propose de passer au crime. Passons au en crime. un mot, quelques petites questions plus personnelles. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui te guide au quotidien ? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Make sense. Quelle est ta plus grande peur ? Décevoir ceux qui m'aiment et ceux qui m'ont fait confiance ou qui me font confiance. Pour toi, qu'est-ce que signifie réussir sa vie ? Je pense que c'est laisser une empreinte, même à un niveau très modeste. C'est chouette, c'est intéressant. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais ? Évidemment, la paix. La paix, ouais, ça me paraît essentiel. Thomas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance et d'avoir témoigné. Très, très intéressant, très inspirant et encore bravo. Bravo à toi et on remerciera Louise pour ce message touchant. Oui, moi très rapidement. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà. C'était très intéressant. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous vous êtes senti grandi
à la fin de cet épisode, et c'est ce que je souhaite profondément, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à me contacter directement pour me donner vos feedbacks ou encore pour me proposer des personnalités extraordinaires dont vous auriez envie de tout savoir. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À très bientôt!